Bonjour, c'est toujours les GECO 2023 dont le titre est « Surmonter nos fragilités ». Et cette fois-ci, le panel que je suis ravi de modérer est intitulé « Banque, régulation et concurrence, quel choix ?» On est toujours le mardi 14 novembre, on va être ensemble de 16h à 17h30 dans cette salle à Lyon et connecté, si on n'a pas les problèmes de la session précédente, avec ceux qui nous suivent en ligne. Et je recevrai vos questions par le numéro qui s'affiche à un endroit qui est un peu masqué. Et donc on va s'éloigner. Non, je vais finir de présenter tout le monde. Ça recommence. Ça parle? Oui. Je vais d'abord présenter les intervenants après avoir dit que mon nom est Marc-Olivier Strauss-Kahn. Donc, les intervenants par ordre alphabétique, c'est Nathalie Auffauvre, secrétaire générale, à l'autre bout, de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Son petit nom à l'autorité, c'est ACPR. Deuxième autorité, Benoît Cœuré, qui est président de l'autorité de la concurrence. Troisième autorité, François-Louis Michaud, qui est directeur exécutif de l'autorité bancaire européenne. Et la dernière à s'exprimer face à toutes ces autorités, c'est une universitaire, mais qui a beaucoup d'autorité. C'est Laurence Cialhomme, professeur d'économie à l'université de Paris-Nanterre. Moi-même, je suis chargé de cours dans différentes écoles. Et puis, un intervenant important, c'est vous, le public, qui allez poser des questions. Alors, je commence par une brève présentation. Et je vais demander à mes collègues, comme on l'a fait précédemment, de bien vouloir se mettre un éventail pour qu'on puisse voir le bas et que moi, je puisse suivre ce qui est projeté. Donc, c'est une brève introduction sur l'actualité, l'importance du sujet et la structure du panel. Vous savez, en 2007-2008, il y a eu une crise financière mondiale qui était due notamment, pas seulement, mais due notamment à des banques mal contrôlées. Mal contrôlées, ça veut dire mal réglementées, mal supervisées, peut-être aussi mal gérées. Et des réformes bancaires, pendant la période 2010-2019, ont essayé de compenser ces problèmes par des augmentations des ratios de capital. La quantité de capital doivent avoir les banques, le degré de liquidité de leurs actifs, leur degré de transparence, etc. Et en 2020, il y a eu la pandémie et une crise sans précédent. Et la preuve que ces réformes avaient fonctionné, c'est autant les banques avaient été parties du problème en 2007, 2008 jusqu'à 2010, autant elles ont été parties de la solution. Il n'y a pas eu de crise financière. Et en Europe, en France, pardon, on sait qu'il y a même eu les prêts garantis par l'État qui permettaient d'avoir quand même des crédits. Et puis en 2023, il y a aux États-Unis un nouveau phénomène qu'on peut appeler des banqueroutes, des faillites de banques, en un clic. Dont une banque qui s'appelle SVB, Silicon Valley Bank. Et on en reparlera peut-être, cette banque était certainement pas bien gérée, pas bien réglementée, pas bien supervisée, alors qu'il y avait une concentration de dépôts auprès de certains dépositaires particulièrement branchés sur le numérique et qui, en un clic, ont pu retirer des fonds extrêmement rapidement. Ça a contribué, il y avait déjà eu une autre faillite, à faire tomber une troisième banque, et c'est ce qu'on va voir là. Il y a eu à ce moment-là un coût total aux États-Unis de presque $1,5 trillion. La somme de toutes ces faillites est comparée à l'extrême là-bas, il faut que je retrouve, gauche, pour 2023, et vous voyez comparé à la somme de tout ce qui s'est passé aux États-Unis dans la grande crise financière mondiale. Donc c'est pas rien, et en même temps, il n'y a pas eu de contagion mondiale. Notamment en Europe, il y a un cas de figure dont on reparlera probablement, qui est Crédit Suisse, qui est ce qu'on appelle une banque trop grosse pour chuter, pour faire faillite, too big to fail,
ou trop interconnectées pour faire faillite, avec un problème pour les Suisses, mais dans le reste de l'Europe, il n'y a pas eu cette contagion. Est-ce que c'était parce qu'elles sont mieux gérées, mieux régulées, mieux supervisées? Est-ce que c'est aussi parce qu'elles ont fait des bons profits? Il y a des discussions sur est-ce que les banques gagnent trop actuellement dans la hausse des taux d'intérêt. Je mets un tout petit peu de poil à gratter. Crédit Suisse ayant été absorbé par UBS, vous le savez, mais avec une aide, une garantie en quelque sorte de l'État suisse dans le processus. Et donc on a à la fois une résurgence de critiques, un peu paradoxalement, sur l'excès ou sur l'insuffisance de concurrence ou de réglementation. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'éviter qu'une banque fasse faillite, alors que c'est toujours un drame social, notamment lorsqu'une entreprise fait faillite? C'est parce qu'une banque crée de la monnaie. Et la monnaie, c'est un bien commun que nous utilisons tous. Et elle le crée parce qu'elle l'a octroyé, ça c'est la façon la plus simple, la plus classique, un crédit à quelqu'un en évaluant son risque. Et donc, face à ce privilège, il ne faut pas que les banques prennent trop de risques, il faut qu'elles en prennent suffisamment, et puis il ne faut pas qu'elles créent trop de monnaie. D'où le besoin de contrôler et de réglementer. La Banque centrale crée la quantité de billets en fonction de la demande qu'il peut y avoir, et les banques créent la monnaie scripturale. On l'a vu dans le précédent panel auquel je fais allusion, pour ceux qui l'auront raté, et qui était à 14h, et qui était intitulé Monnaie, point d'interrogation, hiver du crypto, printemps du numérique, point d'interrogation à nouveau. Je reviens sur nos banques. Elles sont contrôlées car elles gèrent ces dépôts, vos dépôts. Elles financent l'économie. Elles relaient la politique monétaire. En contrepartie de quoi? Du fait qu'elles sont les seules à pouvoir, en général, je caricature un peu, accéder à de la liquidité de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est la banque des banques. Et si elles ont un problème, qu'elles n'ont pas assez, elles peuvent recourir à la Banque centrale. Il faut donc que la Banque centrale soit sûre qu'elle soit bien gérée et qu'elle soit ce qu'on appelle solvable. Mais la banque, c'est aussi un acteur privé, innovant. Et il ne faut surtout pas empêcher l'innovation. Il faut la favoriser. Elle s'inscrit dans un cadre concurrentiel, national, européen dans notre cas, international, qui est de plus en plus interconnecté, et avec de nouveaux acteurs. Par exemple, les big tech, Meta, Apple, etc., qui se mettent dans ce domaine-là. Même Starbucks fait des produits bancaires. Avec de nouvelles technologies. On a évoqué dans le précédent panel les cryptos, de manière plus générale. L'intelligence artificielle bouscule un petit peu tous ces éléments-là. De nouveaux produits, de nouveaux défis. Tenir compte des trois lettres ESG, environnement, sociétal, gouvernance, notamment plus prise en compte en Europe qu'aux États-Unis. Donc quel choix, quel équilibre entre, d'une part, la concurrence qui favorise l'innovation et d'autre part, la régulation, la réglementation qui va favoriser la stabilité de ces institutions financières si importantes. Alors le panel est organisé, excusez-moi, là j'aurais dû cliquer, mais vous m'avez suivi globalement, je l'espère en tout cas, sinon ça vous permet de rattraper. Et le panel va être organisé avec chacun des panélistes qui va lancer un débat. Et les autres y répondront, et puis on tiendra compte des questions que vous ne manquerez pas de poser. Donc le premier débat, ça s'appelle « Concurrence et régulation » ou « Réglementation ». Et c'est Benoît qui va l'introduire. Il ne va pas nécessairement danser un tango, d'autant qu'on suggère que c'est peut-être un tango impossible. Est-ce que ces deux-là, ceux qui sont en charge de la concurrence et ceux qui sont en charge de la stabilité, peuvent danser ensemble? Deuxièmement, Laurence évoquera les banques systémiques, c'est-à-dire les très grosses banques, elle l'expliquera mieux que moi, mais qui peuvent avoir un impact sur les autres si, d'autant plus fortes qu'elles sont très grosses, très interconnectées. Et elle va se demander si elles ne sont pas gagnantes à tous les coups. On verra pourquoi. François, lui évoquera le dilemme réglementaire qui est qu'il a le souci, avec les autres autorités bancaires,
de favoriser et de réconcilier l'efficience et la stabilité, et c'est pas toujours facile. Et enfin, Nathalie évoquera la portée et les limites de la supervision, parce qu'il y a ces règles en général, mais il faut bien ensuite que ces règles soient appliquées dans les banques et que ça soit surveillé. C'est donc tout de suite que je vais leur donner la parole. Donc vous pouvez retourner, notre petit valet se termine. Et nous avons Benoît qui va démarrer avec ce que tu veux. Ça, oui, si ça marche. Bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cette discussion sur un sujet qui est très important pour l'avenir du système financier européen et donc pour l'avenir de notre économie, puisque il n'y a pas de croissance sans financement. Et on a un système financier européen qui est vraiment à la croisée des chemins avec une multiplicité de défis qui sont des changements de modèle de gouvernance, ça a été dit par Marc-Olivier, avec notamment l'impératif de transition climatique, la fin des financements carbonés, des normes ESG, des enjeux technologiques avec la mutation très rapide de certains métiers bancaires, notamment dans les paiements. Ça a commencé dans les paiements, mais ça gagne aussi les marchés de gestion d'actifs et d'investissement de l'épargne et de banques de détail. Un environnement européen qui est pas complètement stabilisé. Il y a eu de grands progrès dans l'architecture de régulation européenne après la grande crise financière, mais également après la crise de la zone euro, avec la création d'une surveillance bancaire unique au sein de la BCE, de nouvelles normes de résolution bancaire, le renforcement des pouvoirs de l'autorité bancaire européenne, mais on est encore au milieu du gué en matière de constitution d'un espace bancaire européen, et puis, conjoncturellement, la hausse des taux qui a un impact évidemment fort aussi bien à l'actif qu'au passif des banques européennes. Donc on a tous ces chocs qui imposent au secteur bancaire européen d'être en mouvement, hein, d'être agile. Et en même temps, pour les raisons qui ont été très bien expliquées par Marc-Olivier Strauss-Kahn, on est dans un secteur qui est très régulé pour de bonnes raisons. Parce que les banques ont le privilège, peut-être exorbitant, hein, qu'on leur délègue la gestion d'un bien public souverain qui est la monnaie. On a choisi de déléguer ça au secteur privé, au secteur bancaire, et donc c'est régulé lourdement. Parce que les banques peuvent créer de l'instabilité financière. On l'a vu en 2007-2008, on l'a vu à nouveau dans la zone euro pendant la crise de la zone euro, notamment la crise grecque, et on l'a revu encore aux États-Unis et en Suisse l'an dernier. Donc on a ce besoin de régulation et la première question qui est posée, c'est l'articulation entre la régulation financière et la régulation de la concurrence, qui est un sujet très intéressant, alors qui, moi, m'intéresse à titre personnel, parce que je suis passé de l'un à l'autre. Hein. J'étais au conseil des gouverneurs de la Banque centrale, donc je faisais de la régulation financière. Maintenant, je préside l'autorité de la concurrence. C'est intéressant de voir comment les deux peuvent soit se soutenir mutuellement, soit se contredire éventuellement. Et si on se reporte quelques années ou quelques dizaines d'années en arrière, il faut voir que l'endroit d'où on vient, c'est une assez grande incompréhension, voire même hostilité entre les banques centrales et les autorités de concurrence. Donc je ne porte pas de jugement, je constate l'hostilité réciproque. Avec des banques centrales qui privilégiaient plutôt la stabilité financière, la taille, dès lors qu'on avait délégué le fonctionnement, dès lors qu'on avait organisé le fonctionnement du secteur financier autour des banques. Hein, on a en Europe un système qui est centré autour des banques. C'est pas le cas partout, c'est beaucoup moins le cas aux États-Unis. Donc le débat se pose dans des termes différents aux États-Unis, où les financements sont beaucoup plus sur les marchés financiers, sur les marchés de capitaux. En Europe, le financement de l'économie et donc la transmission de la politique monétaire repose de manière cruciale sur la stabilité des banques. Les banques centrales voient des avantages liés à la taille des banques qu'on retrouve en théorie bancaire, hein, la diversification du risque par exemple. Il faut au sein du bilan des banques qu'on ne peut atteindre que si les banques sont suffisamment grandes. La stabilité vue dans le sens d'une certaine stabilité de l'équilibre concurrentiel, avec une certaine crainte de l'innovation disruptive et de l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur financier qui pourraient créer de l'instabilité.
Ça, c'est un peu le point de vue historique des banques centrales, avec de l'autre côté des autorités de concurrence qui, instinctivement et par mandat, n'aiment pas les acteurs de grande taille parce qu'ils les soupçonnent de vouloir se livrer soit à des ententes, et il y a des exemples historiques de condamnation des banques par l'autorité de la concurrence, pas récemment, il y a des exemples historiques pour entente. Soit à ce qu'on appelle des abus de position dominante, dès lors qu'il y a il y a un pouvoir de marché important, la tentation est d'en abuser et d'avoir des comportements d'exclusion des concurrents ou d'abus de ce qu'on appelle juridiquement un abus de dépendance vis-à-vis des clients. Donc on a là une très grande tension. Alors, ça, c'est la situation historique, et je constate que depuis la crise financière, donc depuis une quinzaine d'années, on va dire, il y a eu une très grande convergence. Donc on n'en est plus là, pour un certain nombre de raisons. D'abord, le fait que les banques centrales ont compris ce que Marc-Olivier appelait tout à l'heure le too big to fail. C'est-à-dire le fait que quand on laisse des institutions financières devenir trop grosses, ça crée ce qu'on appelle en économie du hasard moral, c'est-à-dire qu'elles ont le sentiment qu'elles s'attendent à être sauvées quoi qu'elles fassent par le gouvernement et par le contribuable, et donc elles font n'importe quoi. Ça, c'est le too big to fail. Et donc on a essayé de limiter la taille des banques pour éviter ça, avec toute une série de normes au niveau du mondial, au niveau du Conseil de stabilité financière. Ça a changé aussi parce que l'innovation technologique dans les paiements et dans la banque est là de toute façon, et tout le monde voit bien que c'est aussi une source de meilleure gestion, de bienfaits, de services nouveaux offerts aux entreprises et aux clients. Donc il faut pouvoir en bénéficier de cette innovation, y compris quand c'est de nouveaux acteurs. Ça, c'est incarné par exemple en Europe par la directive sur les systèmes de paiement, sur les services de paiement, la DSP, qui a ouvert le marché des paiements, créé un statut de prestataire de services de paiement qui n'est pas forcément bancaire, et même forcer les banques à à donner accès aux données des clients, quand les clients sont d'accord, pour permettre à ces nouveaux acteurs de rentrer avec des plateformes, des API, des plateformes techniques qui permettent d'accéder à ces données. Donc une logique beaucoup plus ouverte que par le passé. Et puis peut-être également quelque chose qui unit aujourd'hui les banques centrales et les autorités de concurrence, qui est la peur des big tech, qui sont vus comme des menaces pour des raisons différentes. Se sont vus par les autorités de concurrence comme des risques pour la concurrence du fait de leur position acquise sur un certain nombre de marchés et de leur comportement, hélas, avéré d'abus de dominance dans un certain nombre de domaines, et vus également par les banques centrales comme un risque pour la stabilité du secteur financier, parce que ce sont des acteurs entièrement nouveaux qui rentrent et qui ne sont aujourd'hui pas ou peu régulés par les régulateurs financiers. Donc on a tous ces facteurs de convergence qui donnent une occasion finalement assez unique de convergence de vue entre les régulateurs financiers d'une part et les régulateurs de concurrence d'autre part. Donc les questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce que ça va durer ? Et là, alors, je vais être un peu pédant, mais on a beaucoup d'étudiants dans la salle et on est là pour parler d'économie. Donc, en termes de théorie des contrats, il y a toujours un peu une tension entre l'efficacité ex ante et l'efficacité ex post. On veut que la structure du secteur financier incite au bon comportement ex ante. Et c'est pour ça qu'on veut de la concurrence, c'est pour ça qu'on veut des règles de résolution de la régulation bancaire. Mais on veut aussi que, a posteriori, si en cas de crise, on veut avoir les instruments de gérer la crise. Et il y a toujours une tension entre l'efficacité ex ante et l'efficacité ex post. Et les banques centrales sont culturellement du côté de l'efficacité ex post. Les régulateurs de concurrence sont plutôt du côté de l'efficacité ex ante. Donc, comme il n'y a pas de crise aujourd'hui, et on s'en félicite, Marc-Olivier, la question ne se pose pas. S'il y avait une nouvelle crise, la question pourrait se poser à nouveau, et notamment autour des mécanismes de résolution qui sont toujours un point d'attention en cas de crise. Voilà. Et peut-être la deuxième question, et parce que ça fournit une transition que je trouve très astucieuse avec l'intervention de Laurence, c'est la question de la définition des marchés. Les autorités de concurrence raisonnent en termes de marchés pertinents. Quel est le marché sur lequel on raisonne? Est-ce que c'est celui des services bancaires traditionnels, ou est-ce que, compte tenu de l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont des acteurs non bancaires,
sur le marché du financement de l'économie, sur le marché de la gestion d'actifs. Est-ce qu'il faut avoir une conception différente de la définition des marchés, auquel cas le pouvoir de marché actuellement des banques se poserait dans des termes différents si on inclut dans ces marchés des acteurs qui ne sont pas des banques, mais qui finalement fournissent des services qui sont comparables. Donc ça va être une question qui va se poser à l'avenir. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on a découpé en 4 parties. Il a déjà fait la transition avec la deuxième partie, mais on a d'abord un petit débat. Et bien sûr, comme c'était le sujet fondateur, on reviendra certainement sur plusieurs des points. Donc, vous allez évoquer déjà des éléments et puis vous les développerez plus ensuite. Qui veut intervenir en premier en réaction? Je n'ai pas encore de questions, ça ne va pas tarder certainement. Je ferai après. Vas-y. Très volontiers. Je reviendrai sur la question de l'intrication ou l'imbrication entre les considérations d'innovation et de concurrence et de réglementation financière dans la troisième partie. Et sur ce tango, d'abord peut-être une nuance aussi sur le fait que les banques centrales sont à la manœuvre, et notamment dans le cadre du comité de Bâle au niveau international sur l'élaboration de la réglementation financière. Mais en Europe, il y a aussi un rôle important des gouvernements et un rôle du Parlement européen. Et donc on a aussi une sorte de dichotomie entre ce qui est discuté par les banques centrales et ce qui est ensuite décidé en droit positif dur par les gouvernements et le Parlement, qui complique encore la situation. 3 remarques peut-être. Le marché unique, en fait, dans son inspiration, vise à établir plus de concurrence. D'une certaine manière, c'est pour simplifier, ouvrir les marchés justement de référence. Et donc, depuis le début de sa construction, il y a cette idée de faire un vaste espace dans lequel les acteurs bancaires donc, pourront aussi se concurrencer de façon plus vigoureuse au bénéfice du financement des économies et donc des emprunteurs. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qu'on appelle un rulebook, c'est-à-dire qu'il y a des règles communes, simples et uniques pour les banques et ceux qui les contrôlent, ont été élaborées au fil des années. Et on a aussi un superviseur unique, c'est-à-dire une autorité unique dans la zone euro qui contrôle ces gens-là. Et malgré cela, donc, il y a une harmonisation des pratiques nationales au service d'une meilleure concurrence. Et pour autant, on voit qu'il y a toujours, même dans ce cadre-là, des réactions aussi, des notions de politique de la concurrence qui se mêlent en fait dans le prudentiel. La question, par exemple, de la façon dont un groupe bancaire peut gérer sa liquidité au sein de cet espace reste problématique. Il y a des considérations nationales aussi dans l'élaboration de la réglementation. Quand on cherche à faire une directive bancaire européenne, chaque État membre et les représentants aussi au Parlement cherchent à prendre en compte les considérations nationales, ce qu'on appelle les spécificités nationales. Et donc là, on voit déjà qu'il y a même dans l'élaboration de la norme de droit européenne, on a aussi des considérations de concurrence. Et puis là, je rejoins aussi ce que disait Benoît sur la question des marchés de capitaux et du financement bancaire. On a aussi une volonté en Europe de faire émerger un marché des capitaux qui soit un complément au marché bancaire. Et depuis la grande crise, on a de facto une entrée d'acteurs non bancaires dans le financement de nos économies. Le financement aujourd'hui, qui est de source non bancaire, représente 40 à 50% dans nos économies. Donc on a une volonté de le faire et de facto, il y a eu une substitution à la suite de la grande crise financière. Laurence? Oui, donc pour rebondir sur ce que disait Benoît, parmi les arguments effectivement qui sont souvent avancés pour justifier que les banques grossissent, finalement deviennent systémiques, il y a l'argument de la diversification. Mais moi je voudrais quand même l'atténuer un peu parce que effectivement l'argument de la diversification protège du risque du risque spécifique quand vous faites de la théorie financière, mais à mesure que les banques grossissent, il y a des travaux académiques, les travaux de Wagner notamment qui montrent ça, à mesure que vous grossissez, quand vous atteignez une taille de bilan où votre portefeuille c'est presque un proxy du marché, certes vous avez réduit votre exposition aux risques spécifiques, donc ceux effectivement où quand on diversifie, quand on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on est un peu protégé. Par contre, vous augmentez considérablement vos expositions communes, c'est-à-dire votre exposition au risque systématique. Et là, le problème, c'est que le risque systémique est un risque systématique. L'exposition au risque de liquidité, quand vous déformez trop votre structure de passif, par exemple, parce que vous êtes une banque systémique, etc. Donc cet argument, moi, je trouve qu'il faut quand même le nuancer, l'argument de la diversification. Et la deuxième chose, c'est on a essayé de limiter la taille des banques. C'est vrai, on a essayé, mais on n'a pas réussi, en vérité.
elles sont toujours aussi grosses qu'elles étaient. Enfin, je suis pas sûre qu'on ait vraiment réduit la systémicité des banques. Alors, on leur a demandé des surcharges en capital, on a essayé de faire du bail-in, c'est-à-dire on a essayé de responsabiliser les créanciers, etc. Alors, explique bien bail-in versus bail-in out. Alors, bail-in out, c'est le renflouement externe, c'est-à-dire c'est quand le contribuable, c'est quand vous, moi, finalement, in fine, c'est nous qui payons puisqu'on renfloue les banques. Ça, c'est renflouement externe via l'État. Et le bail-in, on s'est dit, puisqu'on ne veut pas que les banques, enfin, c'est pas qu'on veut pas, on leur impose pas suffisamment de capital pour que toutes seules, elles puissent absorber les pertes non anticipées. À ce moment-là, on va essayer de responsabiliser leurs créanciers et en disant, on va les obliger à émettre des types de titres qui sont des titres de dette, mais qui, si la banque à un moment devient non viable, eh bien, ces titres de dette, soit on les annule complètement, c'est ce qu'on a fait avec Crédit Suisse, les AT1 ont été annulés, quoi. Enfin, je veux dire, vous perdez tout, quoi. Soit, éventuellement, on peut les convertir en capital. Donc, c'est-à-dire que vous recapitalisez, les créanciers recapitalisent automatiquement la banque par différents types de mécanismes. Le problème étant que dans un certain nombre de cas, ça n'a pas été appliqué. Monte dei Paschi di Siena, par exemple, finalement, on a eu une recapitalisation préventive et on a eu un peu mais on n'a pas déroulé la directive comme on aurait dû la dérouler. Donc voilà. Sinon, effectivement, je suis d'accord. Actuellement, on est à un moment où il y a eu une convergence des approches. Juste un mot, et je te passe, pardon. Il y a quand même une diminution de la prise de risque depuis 15 ans par les banques, parce qu'un certain nombre d'activités sont devenues trop coûteuses pour les banques, la finance structurée notamment. Mais voilà, les activités, on demande du capital en face de ces risques. C'est devenu tellement coûteux pour certaines banques, pour la plupart des banques, en fait, qu'il y a une simplification de leurs activités d'une manière générale. Sans dire qu'elles sont totalement... Alors peut-être de mon côté, d'abord bonjour à toutes et à tous, deux remarques par rapport à ce débat-là. D'abord, en fait, du point de vue du superviseur, plutôt que de dire qu'on favorise des grosses banques, j'aurais tendance à dire qu'on essaye de favoriser des banques fortes. Et d'ailleurs, la plupart des faillites bancaires sont plutôt venues de petites banques. Après, il y a pu y avoir des effets de contagion. Donc, en tant que superviseur, on se méfie aussi de la faiblesse des petites banques ou de leur insuffisante gestion et de culture des risques. Voilà, c'est quand même pour nuancer sur ce débat entre compétition et grosses banques versus petites banques du point de vue du superviseur. Deuxièmement, en fait, quand on regarde globalement le secteur financier mondial, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même un besoin de grandes banques pour couvrir les besoins de grands clients internationaux. Elles concentrent des flux, elles sont capables de servir des produits à des clients sophistiqués en matière de couverture des risques via, par exemple, l'intervention sur les marchés dérivés, émission de titres plus sophistiqués, etc., etc. De ce fait, toutes les petites banques ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est aussi la relation entre le financement de l'économie réelle et les besoins des grands acteurs de l'économie réelle qui ont favorisé ce développement des grandes banques. Et là, comment on assure à la fois que ces banques sont suffisamment robustes, mais aussi qu'on assure une compétition correcte entre elles, eh bien, c'est vraiment le travail ce qu'on appelle le comité de Bâle, sous l'égide de la Banque des règlements internationaux, où on a autour de la table les grands pays, la plupart des grands pays, il y a à peu près 25 pays autour de la table, qui vraiment discutent de la réglementation bancaire pour que ce soit le même type de réglementation qui s'applique à toutes les banques qui sont actives au plan international. Et donc là, c'est des règles de compétition qui après sont déclinées dans chaque pays. Mais je crois que c'est très important parce qu'à la fin, comme il faut quand même avoir cette capacité de fournir des produits sophistiqués à des grands acteurs de l'économie réelle, si par exemple les banques européennes n'ont pas cette capacité, à la fin il n'y aura plus que des banques américaines qui serviront le marché européen et c'est quand même un problème de souveraineté tout à fait primordial. Donc il nous faut quand même des grandes banques aux reins solides. Merci Nathalie. Avant que Benoît puisse répondre, je signale que j'évoquerai à la fin une question et on passera à la transition sur la deuxième partie.
Oui, non, je voulais simplement rajouter... il y a un thème qui transparaît déjà, et je suis sûr qu'il va rester dans la discussion, qui est celui du marché unique européen. Hein, ça a été soulevé par François-Louis Michaud. Et vraiment la bonne manière de résoudre la tension possible entre les objectifs de concurrence et les objectifs de stabilité financière, c'est de se projeter au niveau européen. On a aujourd'hui une forme de paradoxe, puisqu'on a plutôt trop de banques en Europe. On a un secteur bancaire européen de la zone euro qui est assez dilué, avec beaucoup de petites banques. Mais on a certains pays, dont la France, où le secteur bancaire est très concentré. Pas partout, beaucoup moins en Allemagne, mais en France, en Belgique. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence belge a publié cette semaine un rapport très intéressant sur la concurrence dans la banque de détail en Belgique, qui conclut qu'il y a des problèmes de concurrence, que le marché est trop concentré. Et donc la manière de résoudre ça, c'est de faire tomber cette frontière et de regarder la question d'emblée au niveau européen, d'où l'importance de compléter, d'achever l'union bancaire pour qu'on puisse avoir cette discussion directement au niveau européen. L'autorité, aujourd'hui, on n'a pas de cas de fusion entre banques françaises, donc ce que je dis est entièrement théorique, mais si on avait à se poser la question aujourd'hui, notre marché pertinent, au sens du droit de la concurrence, c'est le marché national. Le marché de la banque de détail, au sens de la jurisprudence de la Commission et des États membres, est un marché national, ce qui est d'une certaine manière un signe d'échec de l'union bancaire. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je vais évoquer une question qui est venue et je vais me permettre d'essayer d'y répondre, vous complétez si vous voulez. La question était comment expliquer que les crises financières soient très souvent suivies de crises de la dette. Alors, une première réponse, c'est de dire que par définition, quand il y a une crise économique, il y a moins de revenus. Éventuellement, la production se réduit, etc. Et donc, il y a peut-être des besoins de financement qui demeurent, et donc on émet de la dette. C'est vrai aussi pour l'État. Et en plus, l'État, on l'a évoqué, peut venir renflouer, dans certains cas et sous certaines conditions, des banques. Et c'est en cela qu'on fait le lien avec la discussion ici. Vous pouvez bien sûr compléter. Sont venus en question, mais on les aura sous-jacentes et on y reviendra, le paradoxe entre le besoin de consolidation à l'échelle européenne et néanmoins la crainte qu'on va évoquer des banques systémiques. Et puis déjà la question de est-ce que la réglementation des banques ne favorise pas ceux qui ne sont pas réglementés, ce qu'on appelle la banque de l'ombre, le shadow banking. Mais je propose qu'on passe à la deuxième partie et qu'on revienne sur ces questions. D'accord. Merci beaucoup, puis merci de l'invitation. Donc moi, je vais repartir de ce que disait Benoît, de la tension qu'il peut y avoir dans les conceptions des autorités de la concurrence et des autorités de réglementation bancaire, avec des autorités de la concurrence qui peuvent parfois être réticentes à une concentration excessive, parce que c'est un cadre qui peut être permissif aux abus de position dominante, et surtout, ça contrevient, dans le cas de la banque, au principe de concurrence de base, qui est le marché doit avoir un caractère disciplinant et la sanction ultime du marché, c'est la faillite. Et quand vous êtes une banque systémique et que vous savez que vous êtes d'une certaine manière exempt de cette sanction ultime, ça pose nécessairement un problème. En revanche, les régulateurs bancaires, les banques centrales, sont plutôt favorables à la concentration bancaire. Pour moi, pas nécessairement pour de bonnes raisons, mais on pourra y revenir dans la discussion. Et en conséquence de quoi, les réponses aux fragilités bancaires, eh bien, très souvent, c'est accroître un peu plus la systémicité des banques. Et le dernier exemple en date, c'est évidemment le rachat de Crédit Suisse par UBS, et qui a été fait avec des garanties publiques, avec des apports en liquidité de la Banque centrale suisse, et c'est tout à fait symptomatique de ces politiques qui ont été menées très largement aussi pour gérer la crise de 2007-2008. Pour la petite histoire, UBS, qui au passage fait une très bonne affaire en reprenant Crédit Suisse, avait elle-même été renflouée sur fonds publics en 2008. Donc avant de continuer, je voudrais pointer quelque chose d'important, c'est que les banques systémiques, c'est pas juste des banques plus grosses que les autres. Elles ont un modèle d'activité qui est radicalement différent des banques plus petites. C'est-à-dire qu'à mesure qu'une banque gagne en systémicité, en fait, on a une réduction de la part relative
à son bilan de ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire traditionnelle. C'est-à-dire qu'à mesure qu'elle gagne en systémicité et qu'elle grossit, la part des dépôts au passif et la part des crédits à l'actif, en part relative, diminue. Je ne dis pas en niveau absolu, hein, pas du tout. Bon. Et or, quels sont les arguments en général qu'on donne sur le fait qu'on doit sauver les banques? Eh bien justement, comme le disait Marc-Olivier, parce qu'elles offrent un service qui est d'ordre public, elles gèrent les moyens de paiement, le système de paiement qui est un bien public, et donc à mesure qu'elles gagnent en systémicité, elles font moins ça. Voilà, il y a comme un problème, quoi. Donc, ce sur quoi il me semble qu'on pourrait tomber d'accord, même si on a évidemment des divergences d'opinion, hein, c'est que le problème des banques systémiques, même si elles prennent moins de risques, on ne peut pas dire qu'on a réussi à le résoudre depuis la crise de 2007-2008. Et les banques systémiques restent, à mon sens, une source d'aléa moral. Donc, depuis la crise financière, on a traité la question des banques systémiques par la politique prudentielle, pas par la politique de la concurrence, hein, notamment avec des surcharges en capital. C'est-à-dire qu'il y a les accords de Bâle dans le volet capital qui s'appliquent à toutes les banques, et pour les banques considérées comme systémiques, on leur demande plus de capital en termes d'actifs pondérés par les risques. Donc ces surcharges dépendent de 5 critères, de systémicité, la taille bien sûr, mais également le degré d'interconnexion, le degré auquel d'autres acteurs peuvent être des substituts aux services qu'elle donne, l'internationalisation et la complexité. Et donc ces mesures de surcharge en capital, c'est une très très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose, d'autant plus que la réglementation telle qu'elle est structurée aujourd'hui a plutôt tendance, et je pourrais aussi revenir dans la discussion si nécessaire, à avantager les plus gros acteurs relativement aux plus petits. Mais cette mesure, à mon sens, est très insuffisante pour traiter la question des banques systémiques, hein, et de nouveau, le cas de Crédit Suisse le montre. Donc, un des problèmes pour moi, donc moi j'ai pris le thème de la table ronde au pied de la lettre, hein, régulation, concurrence. Hein, exactement. Donc, les banques systémiques, elles bénéficient de distorsions de concurrence, selon moi, en termes de coûts de financement relativement à des banques plus petites à niveau de risque donné. Je m'explique. Et cet avantage concurrentiel, les agences de notation, elles le price d'une certaine manière. Puisque les agences de notation, elles donnent 2 notes aux banques. Elles donnent une première note qui s'appelle Stand-Alone Credit Rating, qui ne tient pas compte des garanties implicites que les États apportent aux banques systémiques, et une seconde note, le Credit Support Rating. Celle-ci tient compte des garanties systémiques, des garanties gouvernementales. Or, l'écart, le nombre de notes de crans entre ces 2 notes est d'autant plus important que la banque est systémique et elle se finance, les banques systémiques, au taux qui correspond à la note avec soutien gouvernemental. Et donc, ça veut dire qu'à niveau de risque équivalent, elle bénéficie de subventions implicites du fait des garanties de l'État dont elle bénéficie. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Le FMI, en 2014, a mené une étude très intéressante. Je traduis comment elle s'appelait. Comment est importante la subvention implicite des banques considérée comme trop importante pour faire faillite. C'était en avril 2014 dans le Global Financial Stability Report, et qui quantifiait ces subventions implicites. Et une des méthodes, il y avait 3 méthodes qui étaient qui étaient utilisées, et une méthode qui était facile à comprendre, hein, exactement celle par les notations dont je viens de vous parler. Il regardait à combien elle se finançait, à combien elle se serait financée s'il n'y avait pas le soutien. Le différentiel de taux était appliqué à leur structure de passif et on en déduisait des garanties, des subventions implicites. Et avec cette méthode, pour les banques européennes, c'était 300 milliards de dollars pour l'année 2012, puisque c'était sur données 2012. Donc bien sûr, il faudrait réactualiser cette étude, hein, mais je ne vois pas trop aujourd'hui ce qui ferait qu'on ne resterait pas avec une conclusion de ce type, même si le chiffre qui sort est un peu différent. Donc pour terminer, et pour reboucler sur la politique de la concurrence, la libéralisation financière, elle a été concomitante à un changement de doctrine de la politique de la concurrence. Avant, dans le passé, très lointain, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, il y avait un modèle, le paradigme SCP, structure, comportement, performance, qui était soutenu par l'école structuraliste de Harvard entre 1945 et 1975 à peu près,
qui stipulait que ce sont les structures de la concurrence qui influencent les comportements des entreprises, qui eux-mêmes impactent leur performance. Ce paradigme a été totalement battu en brèche par la théorie des marchés contestables. Et d'ailleurs, on peut noter qu'il y a une grande cohérence doctrinale entre la théorie de l'efficience des marchés et ce basculement au niveau de la politique, de la concurrence, quant à la vision du monde qui est derrière. Alors, je poserai une question faussement naïve et provocatrice, mais bon, c'est ça qui est sympa au GECO. Je me demande si on n'est pas à l'aube d'un nouveau basculement, en fait, doctrinal en matière de politique de la concurrence. Alors, ça me semble s'être un petit peu amorcé aux États-Unis, avec la nomination de Lina Khan à la tête de la Federal Trade Commission en 2021. Et Lina Khan, c'est une jeune universitaire qui se revendique d'un mouvement néo-brandésien. Alors, néo-brandésien, c'est quoi? Eh bien, ça se réfère à Louis Brandeis, qui était juge à la Cour suprême aux États-Unis au début du siècle dernier et qui insistait sur la malédiction de la concentration économique, the curse of bigness, qui était néfaste non seulement d'un point de vue économique, parce que c'était un obstacle à la liberté de choix de marché, mais aussi politique, parce que si vous avez des intermédiaires ou des acteurs qui deviennent gigantesques, eh bien ils acquièrent un pouvoir politique et c'est un danger pour la démocratie. Alors pour l'instant aux États-Unis, c'est plutôt les GAFAM qui sont sur la sellette de ce changement doctrinal. Mais ma question, c'est pourquoi pas une extension aux institutions bancaires systémiques, dans la mesure où la politique prudentielle s'est révélée relativement inopérante à véritablement résoudre le problème des institutions bancaires systémiques. Merci Laurence. Donc vous allez réagir et je signale, il y a des questions que je garde pour après parce qu'elles tomberont mieux dans le débat prochain. Il y a quand même cette question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, ou est-ce que ça a été fait, mais dans une faible mesure, découpé des banques pour qu'elles ne soient pas systémiques? Quel inconvénient ça présentait? Et ça en présente probablement. Dans vos réponses, réactions, il y aura peut-être cet aspect-là. Qui veut démarrer? Peut-être, peut-être rapidement sur les questions de concurrence. Sur deux sujets. D'abord, le fait que le soutien implicite de l'État est une subvention implicite. C'est incontestable. Ça a été d'ailleurs, pour les gens qui feront l'histoire, il y en a déjà qui le font, de la crise de la zone euro. Il y a eu un épisode très intéressant qui est la communication de la Commission de 2013 sur le soutien aux banques, de la Commission DG Concurrence, pas stabilité financière, disant, donc on est en pleine crise de la zone euro, on voit qu'il y a déjà eu des sauvetages bancaires et que d'autres se profilent, et la Commission dit, attention, si l'État doit mettre de l'argent dans une banque, il faut qu'il y ait le bail-in, que Laurence décrivait tout à l'heure, non seulement des actionnaires, mais aussi des créanciers juniors à l'époque. Pour des raisons de concurrence, parce que sinon, le soutien de l'État est constitutif d'une aide d'État. Levée de bouclier des banquiers centraux qui disent « mais c'est n'importe quoi, ça va propager le risque systémique, c'est très dangereux ». Donc on est vraiment dans la tension entre l'efficacité ex ante et l'efficacité ex post. On est en plein là-dedans. Et puis, l'idée prospère et après un cheminement long devient la directive sur les crises bancaires, la BRRD, mais qui est née comme ça, donc qui est née du côté de la concurrence. C'est un cheminement très intéressant. Alors, cela dit, je pense qu'on a quand même fait beaucoup de chemin depuis 2012, donc une étude fondée sur des données de 2012 me paraît quand même pas du tout refléter le cadre réglementaire actuel. La BRRD est là, il y a une autorité de résolution européenne, il y a des autorités de résolution nationales ici présentes. Ces règles ont été très renforcées. Alors effectivement, il y a toute une discussion à avoir, je ne suis pas le plus compétent pour l'avoir, mais sur la manière dont la directive a été mise en œuvre, le fait que beaucoup de banques dans certains pays sont passées sous l'écran radar et les pays ont trouvé des astuces pour contourner la directive. Bon, donc c'est pas parfait et donc il reste sans doute des éléments de cette subvention implicite. Mais je pense qu'on a quand même fait beaucoup de chemin depuis 2012. Deuxième point. Sur est-ce qu'il faut revenir à une approche structurelle de la concurrence. Bon, alors ça mériterait une autre table ronde. C'est un sujet très intéressant, mais il y a des éléments de ça
dans le débat. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà ou qui réfléchissent à l'introduction d'instruments de concurrence au niveau sectoriel, donc où on ne regarderait pas des comportements d'une entreprise à un instant donné sur un marché donné, mais où on se demanderait si la structure concurrentielle d'un secteur est la bonne, et sinon on aurait les moyens de la changer. Donc l'Allemagne s'est dotée de cet instrument. Il y a eu un débat européen là-dessus. Alors nous, on a cet instrument dans un domaine qui n'est pas celui de la table ronde d'aujourd'hui, qui est le commerce de détail en Outre-mer. Donc voilà, on peut en parler aussi, où il y a de gros problèmes de concurrence. Et c'est un instrument qu'on peut utiliser. On l'a pas dans le secteur financier, mais c'est un débat qui a lieu entre les autorités de concurrence. Merci. Qui d'autre veut intervenir brièvement pour qu'on reste dans les délais? Un mot d'abord sur la crise bancaire et la crise de la dette. La question de tout à l'heure, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des crises bancaires qui se traduisent en crise de la dette, qui se continuent, et d'autres qui marchent dans le sens inverse. Il y a ce très bon bouquin, cette fois-ci c'est différent, qui fait une typologie de toutes ces crises sur la période moderne qui convient d'être lu. La crise de l'euro a quand même été un tournant en Europe, parce qu'elle a abouti à deux choses qui sont, la création d'un système de surveillance unique pour les banques, c'est-à-dire qu'on a justement cherché à déconnecter le contrôle des banques du gouvernement pour justement qu'il y ait plus de marge de manœuvre et que le marché ne puisse pas se dire de toute façon le gouvernement est déjà surendetté donc il ne pourra pas venir à la rescousse de ces banques, et donc confier ça à une autorité commune qui est la Banque Centrale Européenne dans sa formation supervision, qui d'une certaine manière aussi a contribué à créer des conditions de concurrence bien meilleures. Parce qu'il y a eu une harmonisation des pratiques et la supervision, le contrôle des banques autrefois, auparavant, n'était pas fait de la même manière, même dans des pays voisins tels que la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Et donc depuis 2014, on a une sorte de concurrence qui s'est faite par le prudentiel grâce à ce mécanisme de surveillance unique. Et puis il y a quand même la notion de la résolution. Alors effectivement, on n'a pas de grands exemples marquants de démontage de banques, mais c'est la deuxième grande leçon de la crise, c'est-à-dire qu'il faut que les banques soient démontables et puissent être fermées avec les mécanismes de bail-in dont on a parlé, sans trop de dommages. Et donc, on a en Europe un système qui force les banques à émettre des titres pour pouvoir être justement, pour absorber les pertes. On a aussi un système qui force les banques à écrire leur testament avant qu'elles ne meurent, c'est-à-dire qu'elles sont obligées d'expliquer comment elles peuvent être démontées en cas de problème, ce qui crée aussi une incitation supplémentaire pour bien se comporter, parce que ça les rend moins inexpugnables dans le système. Donc voilà, donc il y a quand même des instruments qui ont été mis en place. On manque effectivement un peu de pratique pour ces choses-là. Néanmoins, on est au début de cette période. Je pense qu'il n'est pas forcément non plus trop regrettable qu'il n'y ait pas eu plus de crises. Donc voilà, on est quand même dans un environnement. Je pense qu'on est beaucoup mieux équipé qu'il y a 15 ans. Maintenant, Nathalie et puis Laurence, et une réponse, parce que ce n'était pas que être démontées lorsque elles sont mourantes. C'est pourquoi pas les découper pour qu'elles deviennent moins grosse, moins systémique. Est-ce qu'elle serait moins systémique? Elle resterait interconnectée. Mais Nathalie. Oui, justement, bon, tout à fait d'accord avec le fait que beaucoup de choses ont été faites et qu'on n'est plus dans la même situation qu'en 2012. Et pour compléter tout ce dispositif sur la résolution, les banques ont effectivement, et notamment les grosses banques, dû mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer ces résolutions. Et donc en Europe, c'est 75 milliards d'euros qui ont été mis de côté, donc des montants extrêmement importants. Et les plus grosses banques ont effectivement mis cet argent. Peut-être... sur cette question, pourquoi faut-il découper ou pas les banques? Alors là, je pense que ça peut être un débat extrêmement long. En France, on aime bien cette notion de banque universelle, et je rappellerai qu'on n'a pas eu de faillite de banque en France, et qu'il n'y a eu aucun argent public mis en France pour soutenir les banques françaises pendant cette grande crise 2007-2008. Banque universelle, ça veut dire qu'effectivement, elles ont plusieurs types d'activités. Elles ont l'activité de banque de dépôt, c'est-à-dire banque d'activité de détail. On reçoit des dépôts du public, on prête de l'argent aux ménages, aux entreprises. Et puis, il y a ce qu'on appelle la banque de marché. Donc, c'est des activités pour le financement des entreprises et le financement de l'ensemble du secteur financier. Nous, on pense que souvent, ça permet un peu d'équilibrer, parce qu'une banque qui ne fait que du financement de marché concentre beaucoup plus de risques.
Donc on peut peut-être dire que ça va isoler les déposants, mais en même temps, elle va beaucoup plus concentrer de risques. Or, comme elle est dans les marchés, elle est très imbriquée avec les autres acteurs, beaucoup d'interdépendance, et à la fin, finalement, on ne pourra pas se permettre de la laisser faire défaut, parce qu'à cause de ces interdépendances, on a des effets de contagion. Et d'ailleurs, dans la faillite de Lehman Brothers, qui a été le gros point de départ, c'était bien une banque de marché qui a provoqué des effets de chaîne. Voilà, donc c'est un débat compliqué et je pense que ce n'est pas si simple. Et à la fin, bien sûr, avec ma casquette de superviseur, je dirais que ce qui est important, c'est effectivement d'avoir des banques bien gérées, d'où le rôle de la régulation, mais aussi de la supervision, on en reparlera. Alors, Laurence, peut-être en réagissant à ce qui a été dit, est-ce que tu peux au passage répondre à une question qui a pu créer une incompréhension? Tu as bien dit que c'était en part relative que les banques systémiques faisaient moins de crédits, avaient moins de dépôts, mais ça suscite des questions. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un problème dans le financement de l'économie? Et est-ce que ça contribue à une déconnexion du réel et de bulles financières? Alors, ça nous amène très loin. Ça nous amène très loin. Mais d'accord. Donc d'abord, pour terminer sur l'union bancaire, c'est tout à fait vrai, hein, cette idée de distance qu'un superviseur unique fédéral a. Simplement, il y a un des piliers de l'union bancaire sur lequel on n'a pas avancé et qui n'est pas juste un problème de stabilité financière, mais aussi un problème d'intégrité monétaire de la zone euro, c'est l'assurance dépôt. Tant qu'un dépôt dans une banque grecque ne vaudra pas en termes de sûreté un dépôt dans une banque allemande, ce qui peut être le cas quand vous avez un pays qui est très endetté, où il peut y avoir un doute sur le fait que le pays est capable, in fine, d'assurer les dépôts à hauteur de 100 000 euros, à ce moment-là, ça veut dire que la zone euro, l'intégrité de la zone euro est en risque. Donc tant qu'il n'y aura pas, en termes de résolution des fonds au niveau de l'Union européenne, véritablement, et donc un backstop qui est proprement fédéral, l'union bancaire, on a avancé, mais sur vraiment ce qui est fondamental et qui est vraiment à la connexion entre la stabilité bancaire et la pérennité de la zone euro, malheureusement, on n'a pas avancé. Alors, on peut penser, comme c'est toujours le cas en Europe, qu'on avance quand on est au bord du gouffre, donc peut-être que, comme on l'a fait avec l'union bancaire, après tout, hein, ça s'est fait, voilà. Bon. Pour ce qui est de la séparation bancaire, moi j'étais vraiment archi pour la séparation bancaire, et on avait en Europe le rapport Liikanen qui est vraiment, alors la partie diagnostique du rapport Liikanen, c'est vraiment un modèle, hein, et en fait, bon voilà, il n'a pas été appliqué, ça prévoyait un cantonnement, hein, comment dire, c'était pas une vraie séparation comme Glass-Steagall Act, hein, mais un cantonnement au sein de la banque universelle. Bon, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu, faut dire que la loi bancaire française et allemande ont un peu préempté ce qui s'est passé, hein, et donc on s'est vite dépêché de passer une loi qui ne séparait rien du tout, hein, et comme c'était la France et l'Allemagne, voilà, on n'a rien séparé. Et puis il y a eu le calendrier électoral aussi qui fait que Michel Barnier, qui était en charge du dossier, a mis très tard en fait ce projet, et il y a eu un changement de majorité au niveau du Parlement européen. Donc voilà, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait, mais moi je pense que ça aurait été un moyen, parce que de dégonfler un peu la subvention des activités de marché. Parce que, comme je le disais, une banque, elle grossit par ses activités de marché. Elle grossit jamais par ses activités de banque de détail. Et elle grossit en partie parce qu'elle est subventionnée implicitement par les garanties publiques. Et c'était quoi la question déjà ? Non, je crois que tu les as traitées. Elles vont revenir de toute façon. Okay. On va passer maintenant à François Louis sur le dilemme de la réglementation efficience versus stabilité. Je lui dis déjà que en question sous-jacente, il y a de nouveau la question du shadow banking, hein, qu'on n'a peut-être pas vraiment traité. Même si on avait découpé les banques, comment on définit une petite banque, une banque moyenne, une grosse banque? Est-ce que c'est pas l'interconnexion qui compte? Et on le voit, SVB, les banques américaines qui ont fait faillite, elles n'étaient pas si grosses que ça. Et néanmoins, elles ont eu un effet en chaîne.
Bien, c'est super parce que je pensais en parler un petit peu justement, donc c'est super. On avait évoqué jusque-là les relations entre les autorités de la concurrence et les autorités prudentielles. Moi, je voudrais juste plus me concentrer sur les autorités prudentielles, vraiment pour montrer que d'une certaine manière, elles prennent en compte un certain nombre de considérations, en tout cas, qui se rapportent à la concurrence par leur intérêt pour l'innovation. Le point de départ de la réglementation bancaire, et c'est des gens qui ont eu le prix Nobel d'économie récemment qui nous l'ont rappelé, c'est qu'elles sont là pour qu'il y ait plus d'efficience dans le financement des économies. Elles apportent quelque chose, la finance intermédiaire, par rapport à la finance directe. Et donc il y a une notion à l'origine de l'existence même de ces acteurs liée à l'efficience. Elles sont là parce qu'elles réduisent des asymétries d'information, parce qu'elles apportent une assurance de liquidité, parce qu'elles assurent une surveillance déléguée des emprunteurs pour ceux qui ont de l'argent, de l'épargne à investir quelque part. Donc il y a une notion d'efficacité, d'utilité économique apportée par les banques, mais évidemment, dans le même temps, elles sont intrinsèquement fragiles parce qu'elles font de la transformation, elles font ces activités, elles réduisent ces asymétries d'information, elles apportent cette liquidité en faisant de la transformation. Elles transforment des échéances, des maturités, des risques, des devises, etc. Donc elles ont intrinsèquement une fragilité, de manière inhérente une fragilité. Et elles ont aussi une deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont une tendance à former des oligopoles parce qu'elles ont des économies d'échelle et des économies de gamme. C'est comme ça qu'elles gagnent leur argent. Elles acquièrent une information qui est celle de la situation des emprunteurs, de leur comportement, etc., et aussi de ceux qui ont de l'argent à prêter. Elles produisent elles-mêmes une information parce qu'elles voient le comportement dans le temps, la façon dont les gens remboursent leur crédit ou pas. Donc elles sécrètent, elles produisent leur propre information. Donc elles produisent. Ce sont des acteurs d'information. Aujourd'hui, c'est très moderne d'une certaine manière une banque, si c'est bien fait. C'est la société de l'information. Bref, tout ça pour dire qu'elles ont donc une tendance à former des oligopoles parce que toutes ces activités de production d'information, c'est plus rentable si c'est fait à grande échelle et aussi plus efficace s'il y a des synergies entre secteurs. Donc il y a une tendance naturelle inhérente à la banque à grossir. Effectivement, ça pose une question d'antagonisme avec les autorités de la concurrence. Bref, tout ça pour dire que donc à la notion, au cœur même de la réglementation, en fait, se pose cette question de maintenir la raison d'être de la banque, qui est qu'elle apporte de l'efficience au marché par rapport à un marché direct, en limitant les à-coups, les risques, si ces banques doivent faire faillite, et le coût que ça peut représenter pour la collectivité. Donc il y a au cœur même de la réglementation financière, qu'elle l'accepte ou qu'elle l'admette ou non, il y a cette question de maintenir un équilibre entre l'efficacité que la banque est censée apporter pour le financement de l'économie et la stabilité dont on a besoin pour justement que les chocs ne soient pas trop violents et ne mettent pas le fonctionnement de l'économie en cause. Donc ça nous pose en fait ce dilemme entre l'efficacité et la stabilité pour les régulateurs, le législateur ou le régulateur prudentiel. Il s'incarne de deux façons, il pose deux questions liées qui sont d'abord qui réguler et comment les réguler. Alors, qui réguler ? Et là, c'est là qu'on arrive justement à la question du shadow banking, etc. Qui réguler ? L'approche constante, ça a été de dire, voilà, il y a des acteurs qui ont un rôle plus critique dans ce financement de l'économie, plus sensible, par exemple parce qu'ils collectent des dépôts ou parce qu'ils assurent des financements à certains secteurs. Et donc, ces activités, ce type d'activité doit rentrer sous une sorte de filet de sécurité qui protège le financement de l'économie dans son ensemble. Donc cette notion d'activité critique. Mais cette notion, elle a eu tendance à s'élargir dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est devenue de plus en plus extensive. On a fait rentrer là-dedans des acteurs de services de paiement. Maintenant, on fait rentrer aussi avec un règlement qui s'appelle DORA, des sous-traitants, c'est-à-dire des gens qui assurent le cloud pour les banques. Ils sont maintenant l'objet d'une réglementation parce qu'en fait, ils participent à la chaîne de valeur bancaire de façon importante. Donc on a cette notion de qui réguler, donc on régule de plus en plus, mais on ne régule pas tout. Pourquoi ? Encore parce qu'en fait il faut aussi un espace de respiration. Et la question s'était notamment posée en 1998 avec l'affaire LTCM. LTCM, c'est la première fois qu'un grand fonds, qui était en plus dirigé par des prix Nobel, ce qui était gênant, faisait faillite. C'était gênant pour le prix Nobel. Et donc, c'était la première fois qu'un grand fonds faisait faillite. Ça représentait un risque systémique à ce moment-là. Et la question était de se dire, est-ce qu'on doit permettre ou pas une finance de l'ombre, c'est-à-dire des acteurs importants dans les marchés qui échappent à toute réglementation prudentielle, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de respecter de règles de prudence en termes de capital, de liquidité, de gouvernance. Et la réponse collective à l'époque avait été de dire, en fait, on ne peut pas tout réglementer parce que c'est aussi un facteur d'efficacité. Et donc, il faut simplement établir des
points de contrôle, des barrières. En fait, ces acteurs-là, ils vont avoir besoin de se financer auprès de banques ou ils vont faire des transactions avec les acteurs réglementés. Donc on peut les contrôler non pas directement, mais indirectement, par leur point de rencontre avec les acteurs qui sont, eux, réglementés. Donc il y a cet espace de liberté qui avait été laissé, qui n'a pas été remis en cause depuis lors. Mais comme je le disais à l'instant, on a quand même de plus en plus une définition extensive des activités qui doivent rentrer dans le champ du réglementaire. Alors maintenant, deuxième dilemme très rapidement, c'est comment réguler ces acteurs dont on pense qu'ils doivent faire l'objet d'une réglementation. Alors là, en fait, c'est une réponse qui marche par cycle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a une phase de réglementation. Le marché se déplace, il y a de l'innovation financière qui apparaît ailleurs, donc il y a une grande partie d'activités qui ne sont plus dans le champ du régulé pendant un moment. Ça peut créer une crise, et donc il y a une réponse réglementaire forte, re-réglementation, déréglementation, re-réglementation. Donc on est passé par des phases depuis la déréglementation des années 80, en gros, dans ce domaine-là. La dernière phase étant évidemment la grande crise financière et la crise de l'euro, qui sont traduites par une re-réglementation assez forte, peut-être pas assez forte pour Laurence, mais en tout cas néanmoins assez forte. Et là, voilà, on est maintenant aussi, on a vu de nouveaux acteurs fleurir, comme ceux qui distribuaient des services de paiement, comme les acteurs, les GAFA, ou les acteurs technologiques qui fournissent le cloud, comme je le disais, aux banques, ou des acteurs qui aimeraient aussi envahir le champ de la mise à disposition de moyens de services de paiement nouveaux, crypto, etc. Et donc la question maintenant va se poser de faire entrer ces gens-là aussi dans un cadre réglementaire. Mais il y a toujours une tendance oligopolistique, donc ces acteurs ont tendance à grossir. La réglementation, elle, telle qu'elle est conçue en Europe, elle est neutre en termes de business model. Elle ne veut pas faire de différence spécifiquement entre certains métiers. Elle dit en gros, ce qui doit l'emporter, c'est vous faites quelque chose, même activité, même risque, même punition, si je puis dire, ou même traitement en tout cas. Donc il y a une notion, il y a une aspiration à être neutre. Là, j'en prends pour exemple des stratégies de la Commission européenne en matière de finances digitales, par exemple, où elle insiste toujours sur ces deux dimensions, efficacité ou innovation et sécurité. Elle l'a rappelé de façon répétée ces dernières années. Et effectivement, la directive sur les services de paiement avait été sans doute le tournant le plus net, parce que, et d'ailleurs, cette directive, elle poursuivait des objectifs parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois des objectifs de sécurité, des objectifs d'efficacité, de concurrence, etc. Donc il a fallu faire des choix pour la mettre en œuvre. Mais ça a en tout cas ouvert une brèche dans une sorte de monopole dont les banques disposaient jusqu'à présent pour certaines activités. Dernier point rapidement, donc la question dernière, c'est comment traiter différentes catégories d'acteurs et comment éviter le risque de fragmentation. Le risque de fragmentation qu'on a vu aux États-Unis avec SVB. On a une réglementation très dure pour certains, enfin beaucoup plus dure pour des grandes banques et beaucoup plus légère pour des plus petites banques. En Europe, on a toujours été exposé à cette critique, autorité de régulation ou de supervision, disant vous êtes beaucoup trop lourd. Vous appliquez les mêmes règles à des banques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous êtes beaucoup trop exigeants. Parce qu'en fait, la réponse en Europe a toujours été de se dire il y a un continuum entre ces activités de banque. Il y a une question en fait il ne faut pas créer d'effets de seuil ou d'effets de bord, mais il y a une sorte de continuité entre leurs activités. Et donc, il faut éviter que des gens qui font des métiers proches se retrouvent l'objet de traitements trop différents. Donc, ce modèle a plutôt, je dirais, porté ses fruits parce que quand on a eu cette justement crise de SVB il y a quelques mois, l'approche beaucoup plus systématique des autorités de supervision en Europe et la réglementation qui s'appliquait beaucoup plus systématiquement en Europe nous a protégés collectivement contre les pratiques qui ont pu être vues aux États-Unis. Je rappelle aussi que le Crédit Suisse, c'est la Suisse, c'est-à-dire que c'est pas l'Union européenne, et que donc tout ce qu'on évoque là quand je parle du cadre de l'Union européenne, ce n'est pas. Et les autorités européennes à l'époque ont critiqué assez fortement. On a publié un communiqué dès le lundi matin de l'opération faite par les autorités suisses pour dire qu'en Europe, on n'appliquerait pas la même approche sur ce qu'ils avaient fait au traitement d'un certain type de dette. Voilà. Un peu long, Merci pardon. François-Louis. Avant de passer la parole, je signale qu'une des questions qui revient quand même activité, même règle, ça a été retenu entre les petites et les grandes banques et on revient à la question des big tech qui, eux, n'y sont pas soumis et par leur taille même peuvent prendre tout le marché.
Et vas-y. Oui, non, donc les big tech, si elles veulent faire certaines choses, elles doivent demander des licences et des agréments. Et elles ont commencé à le faire. Mais donc dans ce cas-là, elles sont, pour leurs activités financières, elles rentrent dans le champ du réglementaire. C'est qu'elles doivent se faire agréer en tant qu'établissement de crédit ou en tant qu'établissement de paiement si elles veulent pouvoir distribuer certains services à leurs clients. De la manière. Pardon ? Elles sont supervisées. Bien sûr, dès qu'elles reçoivent une licence, un agrément, si elles veulent faire une certaine activité, elles doivent demander la permission de le faire, et dès lors, elles tombent sous la supervision de l'autorité nationale compétente ou de la BCE, si c'est quelque chose d'une taille suffisante. Et de la même manière, pour des services critiques comme la sous-traitance des services informatiques, avec le règlement DORA qui va rentrer pleinement, enfin qui sera appliqué à partir de janvier 2025, ces prestataires de services, les Google, Facebook, Amazon, feront l'objet d'une surveillance au niveau national s'ils ne sont pas trop gros et au niveau européen s'ils sont plus gros. C'est l'autorité bancaire européenne qui devra s'en occuper. Réaction de Benoît et puis des autres ensuite. Oui, sur même activité, même règles, et sur les big tech dans la finance. Effectivement, il faut être absolument intransigeant sur le principe qui est que si un big tech lance une activité de service de paiement, il doit avoir une licence de prestataire de service de paiement. S'il se met à prêter, il faut qu'il ait une licence bancaire. S'il se met à investir pour ses clients, il faut qu'il ait une licence de gestion d'actifs, etc. Et peut-être même d'appel public à l'épargne, etc. Bon. Alors c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire quand même, parce que quand on est à la frontière de la technologie, parfois c'est simple. Il y a eu un processus quand même d'apprentissage avec les big tech. Moi j'ai été lié à un épisode particulier qui est celui de quand Facebook a essayé d'introduire une monnaie, Libra, en 2019. Facebook a dit, ils ont dit bon, mais nous on est à la frontière, on est très très innovant, donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui existe, et donc vous pouvez pas nous appliquer vos vieux concepts poussiéreux, et on va faire quelque chose de nouveau pour le bénéfice du consommateur. Alors nous, moi j'étais donc à la BCE à l'époque, on leur a dit, en tant que comme banquiers centraux un peu bornés et conservateurs, on leur a dit ouais, mais enfin bon, ce que vous faites, nous on appelle ça un système de paiement, donc c'est très bien, vous avez tout à fait le droit de le faire, il sera régulé comme un secteur, comme un service, comme un système de paiement. Bon, ils ont abandonné le projet, voilà. Donc il y a eu ce dialogue qui a parfois été un peu musclé avec ces grands opérateurs. Là, c'était assez clair. Parfois, quand on est, c'est pas le sujet. Il y a une autre table ronde sur les cryptos, je sais, mais quand on est sur des technologies qui sont très nouvelles, c'est pas simple. Il y a un débat aux États-Unis qui court toujours pour savoir si les cryptos sont des titres ou ne sont pas des titres, et est-ce que c'est la SEC ou la CFTC qui les régule, etc. Donc il y a quand même des grands débats conceptuels et théoriques, et ces grands acteurs qui sont pas idiots et qui ont de très bons avocats s'engouffrent dans ces failles théoriques et juridiques pour développer leur marché dans le silence du droit et du régulateur. Donc on peut être aussi face à des faits accomplis. Donc c'est pas, voilà, il faut affirmer les principes, mais parfois la mise en œuvre est un peu difficile. Deuxième chose, même activité, même risque, même régulation, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier quand même de surveiller le groupe. Parce qu'il y a des effets croisés au sein du groupe, il y a des subventions croisées, il y a ce que nous, en concurrence, on appelle des effets congloméraux, c'est-à-dire des effets de levier. On peut utiliser son pouvoir de marché sur un marché pour se développer sur un autre marché. Et donc, il faut une surveillance des big tech aussi au niveau du groupe. C'est ce que fait le DMA dans le domaine numérique. Et si vraiment les big tech se développent encore plus dans les services financiers, il faudra inventer des modes de dialogue et de supervision, de coopération en matière de supervision entre les autorités de supervision financière et les autorités de concurrence, qui aujourd'hui sont informelles, mais qu'il faudra peut-être formaliser si tout ceci se développe plus. Laurence, Nathalie. Nathalie, vous voulez commencer ? Oh bon, donc oui, à propos, je rebondis un peu sur ce qu'a dit François-Louis, notamment à propos de LTCM, qui montre bien que la question, c'est pas... on peut être perçu comme systémique à un moment donné, puisque le Fed New York a quand même organisé un tour de table et, pour avoir une résolution ordonnée. Et ça, c'est super important, parce que, vous voyez, ce qu'on a fait après la crise, c'est que le Conseil de stabilité financière fait une liste de 30 banques systémiques.
au niveau mondial et on leur applique les surcharges en capital. Ce que nous montre l'exemple LTCM, ce que nous montre l'exemple des banques régionales américaines, c'est qu'en fait, une banque peut être, ou même LTCM, c'est un hedge fund. Hein. Il a fallu que Greenspan, il s'expliquer pourquoi on avait fait ça pour un hedge fund. Hein. Et il s'est expliqué en disant que c'est la psychologie du marché. On sortait de la crise russe, et là, si on avait laissé tomber LTCM, ben, on ne sait pas trop où on aurait été. Quoi. Et donc c'est intéressant parce que Amarante, qui est un autre hedge fund, qui quelques années après a fait des pertes beaucoup plus importantes qu'LTCM, plus personne connaît Amarante. Il n'y avait que ceux qui lisaient le Financial Times qui étaient capables de savoir pourquoi. Parce que la psychologie du marché à ce moment-là a fait qu'Amarante, qui avait fait de mauvais paris sur le prix du gaz, en fait, si je me souviens bien. Voilà, le marché a réussi à absorber ces pertes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça nous interroge aussi sur le fait de quand une banque n'est pas sur la liste des banques systémiques, le fait qu'elle puisse être systémique, ça pose problème. Je pense que Lehman Brothers, je ne suis pas sûre du tout qu'elle aurait été sur la liste des banques systémiques. Je pense qu'elle n'y aurait pas été. Alors, pour ce que vous avez dit sur cette espèce de cycle infernal, on réglemente, il y a des innovations, et le régulateur qui court en permanence après l'industrie, moi je pense que c'est quand même une des conséquences de la capture par la complexité. C'est-à-dire le régulateur, en fait, plutôt que d'imposer quelques règles, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais des règles qui mordent vraiment, qui sont simples, du type, par exemple, une règle en termes de levier. Je veux dire, des travaux académiques montrent que les banques systémiques, elles manient... Oui, j'en ai eu là, 3%, à 3, oui, d'accord. C'était après le niveau de Lehman au moment de sa faillite. Mais vous voyez, un levier qui mordrait un peu plus et qui ne serait pas le backstop, en fait, en arrière-plan de l'actif, du ratio de capital pondéré par les risques, ben, vous désamorcez un peu quand même, avec des règles simples, cette course-poursuite permanente par la complexité, parce qu'en fait, c'est le régulateur qui en permanence est obligé de s'adapter aux innovations financières, d'essayer de les... Et il n'a pas toujours, en plus des moyens, il y a problème de ressources, enfin bref. Donc voilà. Alors, Nathalie, en même temps que... Ah, tu voulais intervenir? Un tout petit mot, non, peut-être sur... Et puis Nathalie, peut-être, je te dirais qu'il y a une ou deux questions et qu'il faut quasiment la transition avec ta partie qui démarrera, si tu veux bien, dans la foulée. Un petit mot sur... on a eu BAL 1, qui était une approche très brute, parce que là, c'est un peu le narrow banking, en fait, ce que vous êtes en train de nous proposer, et ce qui est intéressant. Mais enfin, en tout cas, une banque simplifiée, effectivement, ou des activités simples, oui. En tout cas, bon, BAL 1 était une approche très, très simplistique, mais c'était déjà un début. BAL 2 a été beaucoup trop loin, a donné presque les clés aux banques, en disant on va se reposer sur leur méthode de compte de gestion des risques. BAL 3, qui va rentrer en vigueur là en Europe, est une sorte d'équilibre entre les deux. Voilà. Alors, tout le monde comprend que BAL 1, BAL 2, BAL 3, c'est parce que le comité de contrôle est à BAL, et à chaque fois, on numérote les... Et on transpose ça dans le droit européen. Voilà. Et donc, il y a une sorte maintenant de... On a une approche par le risque, mais on bride le moteur au-delà d'un certain niveau. Alors, Nathalie, tu vas intégrer peut-être dans ce que tu voulais dire et ton intervention... le fait qu'il y a des questions qui sont est-ce qu'on peut nous rappeler qui supervise qui en Union européenne, c'est-à-dire en zone euro, qui le fait pour l'Union européenne hors zone euro, et la question là, elle est simple, les banques étrangères là-dedans, elles sont traitées comme celles qui sont du pays. Il y a aussi une question qui est implicitement, et elle est venue déjà avec la course-poursuite. Elle n'est pas simplement pour les régulateurs, elle est pour les superviseurs en termes de technologie. Et puis il y en a une dernière qui est liée au fait que comment c'est la relation entre l'autorité bancaire européenne, représentée par François Louis, qui est un ancien de la Banque de France, et de la BCE, et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel, aussi bien des banques que des assurances, représentée par Nathalie. Voilà. Bon, merci pour toutes ces questions qui effectivement introduisent parfaitement ma partie. Peut-être juste au titre de la précédente partie, un petit commentaire pour dire que, en fait, on essaye, même si réglementation peut être perçue comme une façon de brider l'activité, de soutenir l'innovation. Et l'innovation, c'est quand même un moyen aussi
de permettre au secteur bancaire de rester à l'état de l'art et de servir correctement ses clients. Un secteur bancaire qui ne se mettrait pas, continuerait pas d'innover et d'être à l'état de l'art, finalement, il se ferait disrupter en dehors du secteur bancaire. Donc voilà, il y a quand même un dialogue entre innovation, start-up maintenant, et d'ailleurs, dans notre exemple, à la fois en termes de réglementation, c'est pour ça qu'on essaye d'appliquer cette question de même activité, même risque, même réglementation et même supervision, donc une approche proportionnée. Et je crois que c'est très important pour soutenir cette innovation. Mais la question des big tech est assez différente. C'est-à-dire, bien sûr, ils innovent, mais ce sont des très gros acteurs qui, effectivement, posent un problème de compétition générale pour le secteur bancaire éventuellement, mais au-delà du secteur bancaire. Donc, si maintenant j'enchaîne directement sur le thème de débat qui m'a été proposé, qui est vraiment sur la supervision. Que peut-on superviser? Vous avez vu qu'on est dans un monde extrêmement complexe. Donc, ma première réaction serait de dire humilité. Nous, notre rôle en tant que superviseur, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faillite bancaire. Mais vous voyez qu'on est dans un monde complexe, de plus en plus complexe. Donc, on doit quand même faire cette approche avec humilité, mais aussi beaucoup de professionnalisme. Et je crois que ce qu'on peut dire au travers de ce qui s'est passé depuis la grande crise, c'est que les superviseurs se sont fortement outillés pour justement, sur la base de la réglementation, aller s'assurer en profondeur que les banques maîtrisent leurs risques, ont une culture du risque suffisante, ont les outils elles-mêmes pour gérer correctement leurs risques et évidemment ont mis suffisamment de capital de côté pour amortir des pertes substantielles. Donc on considère en tout cas que le secteur financier, le secteur bancaire européen, suite à toute l'augmentation de capital et à ce renforcement de la supervision, est résilient. Et d'ailleurs, c'est quand même pas par hasard que la crise du printemps s'est arrêtée aux portes de l'Union européenne. On a, je pense, un secteur bancaire résilient. Il est résilient parce qu'on applique totalement BAL 3, donc la régulation bancaire qui a été transposée dans l'union bancaire à toutes les banques, parce qu'il est important aussi dans ce paysage qui n'est pas totalement unifié, on en a parlé, de l'union bancaire, que toutes les banques appliquent les mêmes règles. Donc c'était avoir ce qu'on appelle le rule book, donc un ensemble de règles qui s'appliquent à tous de façon uniforme, était aussi une façon importante de unifier le marché bancaire. Et donc on applique BAL à toutes les banques en Europe, 2000 banques qui doivent respecter BAL avec un superviseur qui va regarder dans le détail comment c'est appliqué. Au moment des crises aux États-Unis, seulement 11 banques aux États-Unis, en fait, appliquent la réglementation de BAL. Donc, vous voyez, c'est un univers complètement différent. 11 banques d'un côté, 2000 banques de l'autre côté. On est dans un univers totalement différent. Alors, peut-être pour répondre à la question qui supervise et qu'est-ce que fait le superviseur, donc, dans la zone euro, suite aux grandes crises bancaires, et le fait qu'on s'est dit peut-être qu'il y a une proximité trop forte entre les banques au niveau national et les États. On a parlé du fait qu'il y a eu un bail-out des banques par les États qui a provoqué un endettement très important des banques et donc un nœud entre banques et souverains qui était néfaste. Donc il a été décidé de faire remonter la supervision bancaire au niveau de la zone euro d'un cran. Donc ça a été confié à la Banque centrale européenne pour tous les établissements qu'on juge de taille importante. Dans notre jargon, significant institutions. Et donc c'est un peu plus d'environ 200 banques qui sont supervisées directement par la Banque centrale européenne, en concertation bien évidemment avec les autorités de supervision nationales. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à l'ACPR, on a des équipes qui travaillent conjointement avec des équipes européennes, avec un coordinateur qui est au niveau de la Banque centrale européenne. Donc si je prends la plus grosse banque européenne, BNP Paribas, donc on a une équipe, pour chez moi c'est un service complet, c'est 20 personnes
mais qui sont donc avec un chef de service, si je puis dire, très concrètement. Mais il y a l'équivalent en Belgique, en Italie, parce que BNP Paribas est impliqué dans pas mal de pays. Et à la fin, on a quelque chose comme 70 contrôleurs qui travaillent à temps plein sur une banque comme BNP Paribas avec un coordinateur au niveau de la Banque Centrale Européenne. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de rentrer suffisamment dans le détail de comment concrètement la banque met en œuvre le contrôle du risque. Parce que finalement, quand on regarde l'exemple des faillites aux États-Unis, eh bien, la culture du risque était extrêmement faible. Le SVB, c'est des gens qui sont partis de la technologie pour développer et financer les startups et qui n'avaient aucune véritable notion du risque lié aux activités du financement bancaire. Donc ils recevaient les fonds des levées de fonds des startups et puis comme ils n'avaient pas beaucoup de crédit à faire, ils ont placé cet argent dans les marchés. Donc évidemment, quand les marchés sont retournés, ils se sont retrouvés avec une grave difficulté. Voilà, donc à comprendre ce qu'est le métier de banque, s'assurer que la gouvernance de la banque est effectivement consciente de cette culture du risque, qu'on a un management du risque et qu'on applique toutes les règles. Et puis on a outillé le superviseur qui fait non seulement qui examine ça à partir des documents qui lui sont fournis, mais qui va sur place faire une inspection sur place pour voir comment c'est mis en œuvre et qui a été aussi doté des outils, ce qu'on appelle des stress tests. Donc, on oblige les banques à appliquer des scénarios extrêmement défavorables, hausse des taux, inflation, baisse de décroissance, récession, augmentation du risque de crédit, baisse des marchés, enfin, une panoplie assez épouvantable proposée par le BA. Et on applique ça à leur situation et on regarde si elles sont capables de résister à ce choc extrêmement fort. Et si elles ne sont pas capables de résister, on peut leur imposer d'augmenter leurs fonds propres pour être plus solides. Donc je crois que voilà, c'est ça notre travail, nous les superviseurs. Donc à la CPR, il y a une partie des gens qui travaillent directement en équipe avec la Banque Centrale Européenne. Et puis il y a la partie qui reste au niveau national pour les établissements plus petits que l'on contrôle directement. Et puis, il y a un certain nombre d'activités qui ne relèvent pas uniquement de la supervision bancaire, comme tout ce qui est contrôle de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, qui est un point extrêmement important aussi, avec toutes les questions des sanctions, de gel des avoirs. Donc, un périmètre d'activité. Puis, je rajoute que la CPR est aussi en charge de la supervision des assurances, donc qui est un petit peu à côté. Donc, je voudrais vraiment dire que notre analyse à nous des crises bancaires du printemps, c'est vraiment un défaut d'abord de périmètre d'application de la réglementation. Deuxièmement, c'est évidemment une insuffisance de gestion du risque dans ces banques, comme si des banquiers avaient complètement oublié ce que c'est le risque de taux d'intérêt, alors que c'est leur métier principal. Donc évidemment, on a mis des taux extrêmement bas et des taux proches de zéro pendant plus de 10 ans. Donc c'est comme si une mémoire s'était effacée et que le risque de taux, ça n'existe pas. Ben si, le risque de taux, ça existe. Donc il y a vraiment une question que dans les établissements, cette notion du risque soit bien comprise. Et puis, troisième faiblesse, c'est l'insuffisance de la supervision. Parce qu'il faut, et nous on revendique, même si ça ne plaît pas beaucoup aux banques, on se revendique une supervision intrusive. C'est un mot qui est un peu fort, mais je crois qu'il est indispensable pour que justement cette notion de risque, de maîtrise des risques et de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'une banque ne se mette pas en danger les dépôts de sa clientèle et finalement nécessite un bail-out, il faut cette supervision intrusive. Et je peux vous dire qu'on a quand même beaucoup de travail parce que l'innovation est là, parce qu'il y a des marchés qui se développent, beaucoup d'effets de levier dans certaines activités, effectivement, qui méritent d'être regardés de particulièrement près. Alors, quels sont les défis pour les superviseurs? Je ne sais pas si j'ai encore quelques instants pour le dire, mais je vais en citer juste 5 pour vous donner une idée. Eh bien, effectivement, il y a la digitalisation, on l'a parlé. Est-ce qu'on peut faire une faillite en un clic? Et est-ce que le superviseur est capable maintenant de résoudre un problème grave de bank run au cours d'une nuit? Avant, on pensait toujours qu'on avait au minimum le week-end, voire peut-être une semaine. Maintenant, on peut se demander si on a même une nuit.
Donc la digitalisation est un facteur quand même de risque important pour la capacité de faire face à des retraits de dépôt massifs. Un deuxième risque, le risque cyber, bien sûr, qui va avec la digitalisation. Donc, c'est très haut dans l'agenda des superviseurs, ce risque cyber. Et on est dans une situation où, à la fois, il y a un intérêt pour des activités malveillantes et puis des aspects géopolitiques. Donc, pour le superviseur, contrôler ce risque cyber, ce sont des nouvelles compétences et c'est quand même un défi. D'où, François-Louis l'a mentionné, la nouvelle régulation sur DORA, qui va nous donner un pouvoir d'investigation plus important. Les nouveaux acteurs, donc on a parlé des big tech, mais quand même tout ce qu'on appelle la DeFi, donc la Decentralized Finance, que nous on aime bien appeler plutôt la finance désintermédiée, parce qu'en fait elle n'est pas si décentralisée que ça, puisqu'on a des grosses plateformes qui concentrent les flux. Donc cette finance, cette DeFi peut être concentrée. Et en fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Derrière cette finance désintermédiée ou DeFi, on a en fait des opérations bancaires classiques. On fait du prêt, on fait de la collatéralisation, mais simplement c'est en dehors du secteur bancaire, c'est pas régulé, et on voit qu'on peut avoir des risques financiers importants. Donc comment nous, superviseurs, on peut superviser des plateformes dont on ne sait même pas dans quel espace Internet elles sont. Donc beaucoup de défis de ce point de vue-là. Nathalie, il va falloir qu'on passe au débat. Et donc on s'arrête. Voilà. J'en ai mis 3, mais c'est juste pour vous dire, vous pouvez venir faire vos études, candidater à la CPR, on a besoin de beaucoup de moyens. C'était la question qui avait été posée dans le panel précédent, qui traitait de l'euro numérique, entre autres, et des cryptos, que vous pourrez voir, parce qu'il y a eu des questions liées à cela. Et quelqu'un m'a demandé comment on entrait à la Banque de France ou à la CPR. Des questions, vous voulez réagir, et puis il y a une dimension qu'on n'a pas traitée, et pourtant on savait qu'elle était importante, mais on ne peut pas tout traiter, c'est ce qu'on appelle l'extra-financier, c'est-à-dire toutes les règles auxquelles doivent être soumises des banques, qui peuvent être liées à ESG, environnement, sociétal et gouvernance, et qui ne sont pas nécessairement appliquées de la même façon en Europe et aux États-Unis, et ça peut créer un biais de concurrence internationale. Donc je vous propose de répondre en général au débat et à ce sujet-là, si vous pouvez. Qui veut démarrer? Laurence. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, donc j'ai pas vraiment... y compris sur l'extra-financier. Oui, donc il se passe beaucoup de choses sur, en ce moment, les normes de comptabilité extra-financière. C'est-à-dire que, donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on impose comme obligation de divulgation de l'information en matière extra-financière, c'est-à-dire que pas uniquement dans l'univers rendement-risque. Donc, et c'est très important, ce conflit de normes qu'on vit actuellement, notamment entre les États-Unis et... Un exemple concret de normes extra-financières. Dans la divulgation de l'information, donc en fait, actuellement, ce qui domine essentiellement, c'est ce qu'on appelle, alors c'est du jargonnage, mais de la matérialité simple, c'est-à-dire que ce qui intéresse ce qu'on appelle l'univers de la finance verte, de l'investissement socialement responsable, c'est quels sont les impacts que peut avoir l'environnement sur des questions sociales ou des questions de gouvernance sur la valorisation financière, et donc dans une optique qui est en continuité avec ce que fait la finance. Donc, voilà. Donc ça, et actuellement l'Europe va beaucoup plus loin et impose ce qu'on appelle la double matérialité. La double matérialité, c'est on ne s'intéresse pas uniquement à en quoi l'environnement ça peut impacter la valeur financière de l'entreprise, mais également en quoi l'entreprise peut dégrader des écosystèmes, pour dire les choses très très simplement. Donc vous voyez, c'est très très important parce que selon le type de normes qu'on adopte, et derrière il y a évidemment il y a en ce moment des règlements, enfin un règlement européen qui est je crois que c'est un règlement, pas une directive, qui est notamment sur les notations extra-financières, et donc si vous voulez, si vraiment on est ambitieux, par exemple on sépare la note E, la note S, la note G, qu'on est dans la double matérialité, que comme on l'a fait en France sur le label ISR, on exclut les entreprises qui
qui continuent à faire de la prospection fossile, etc., si vous voulez, la définition même de ce qu'est la finance verte, ça change complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup à la finance verte de ne pas être vraiment verte, parce que vous pouvez investir dans un fonds qui, dans le titre, il y a Climate, ou Climate Annihilated, enfin quelque chose comme ça, et puis dedans, vous pouvez retrouver du Total, du Exxon, etc. Pourquoi? Parce qu'on regarde le meilleur de la classe, en matière de notation extra-financière, et si vous êtes le meilleur de la classe, même si vous êtes un super polluant, on va vous intégrer. Eh bien, aujourd'hui, on a des avancées en Europe qui cherchent à faire que la finance dite verte ou climatique le soit vraiment. Et je pense que ce qui se joue, et les Américains l'ont très bien compris, parce qu'il y a vraiment, ça devient un sujet politique majeur aux États-Unis. Ils appellent ça la Vogue Finance, ceux qui défendent ces critères ESG. Côté supervision, Nathalie, l'extra-financier. Alors, pour dire que la supervision bancaire et d'assurance s'est saisie de ce sujet en considérant que le changement climatique était une source de risque financier important. Donc ça rentre tout à fait dans le mandat des superviseurs, mais je crois que c'est important de dire pourquoi. Et si on regarde tous les événements climatiques récents, on voit que la facture pour les assureurs devient énorme. Donc c'est vraiment un sujet particulièrement important parce que, à la limite, au début, les assureurs, il y a quelques années, nous disaient bon, finalement, moi, ma prime d'assurance, c'est une fois par an, donc il suffit qu'à l'issue d'une année, soit j'arrête d'assurer, soit j'augmente ma prime d'assurance, donc je ne suis pas en risque véritablement de solvabilité. Mais évidemment, quand on met la casquette du superviseur côté banque, on dit ça va pas, parce que l'assureur, il assure aussi des risques pour les banques, puisque si il prête à un ménage et que le ménage voit sa maison fendue à cause des rétractations du sol et qu'il ne peut plus rembourser son prêt, la banque se retrouvera en difficulté. Donc il y a vraiment une imbrication entre l'assurabilité à venir, les risques portés par les banques, et donc c'est vraiment un sujet financier. C'est pour ça qu'on s'en est beaucoup saisi et qu'on est en train là aussi de renforcer notre boîte à outils. Donc il y a tout le reporting, parce que la base c'est d'avoir des données. Où sont les risques, en quoi consistent les risques portés par les banques et les assurances. Et après, ça c'est bien parce qu'on aime bien dire c'est la photo. Mais la photo, ça ne nous dit pas exactement où on sera dans 10 ans et 20 ans, où sera beaucoup plus forte la matérialité des risques compte tenu du réchauffement climatique. Donc on s'est doté d'outils qui sont les stress tests climatiques qu'on a commencé à développer, c'est-à-dire qu'on fait un scénario de long terme, beaucoup plus long terme que ce qu'on a l'habitude de faire en stress test. On se projette à 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on demande aux établissements d'appliquer un scénario de réchauffement climatique, alors qui respecte la trajectoire de Paris, de l'accord de Paris, ou qui s'en éloigne, et on regarde comment ça affecte les bilans bancaires et des assurances. Et puis, au-delà de ça, maintenant, et grâce notamment au travail au niveau européen et de l'EBA, notre troisième couche, c'est les plans de transition. C'est-à-dire qu'on va demander aux établissements d'élaborer des plans de transition qui vont nous permettre de passer à l'action. On aura eu la photo, la vidéo, et il faudra passer à l'action. Et ça, ce sont les plans de transition. Et ça va être quasiment le mot de la fin, parce que nous arrivons à la fin de ce débat. Merci. Il y aurait eu encore d'autres questions. Il y en a deux que j'évoque très rapidement. La première, est-ce qu'il reste un rôle pour les banques centrales nationales dans la zone euro ? Eh bien, oui, vous l'avez vu, du côté prudentiel, il y a beaucoup d'aspects. Et du côté monétaire, la décision a été transférée, mais le reste, la préparation des décisions monétaires est faite à la BCE et les banques centrales nationales. La mise en œuvre des décisions se fait dans les banques centrales nationales, parce que c'est là que les banques ont leur compte. Et puis l'explication, car on n'a pas les mêmes langues et les mêmes cultures, se fait aussi au niveau national et au niveau européen par la BCE. Et il y a eu une question à laquelle on ne va pas répondre, qui était: est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à monter? Je vous renvoie aux déclarations des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Merci, au revoir.